Comment une légère pression sur la pédale de frein permet-elle de ralentir et d'arrêter une voiture? Quelle est la différence entre les freins à disque et les freins à tambour? Pourquoi trouve-t-on des freins à tambour et à disque sur les roues arrière des voitures particulières, alors que toutes les roues avant sont équipées de freins à disque? Nous allons vous expliquer en détail les différences, les avantages et les inconvénients des freins à disque et des freins à tambour. N'oubliez pas de liker la vidéo, et c'est parti! Commençons par le type de frein le plus courant sur les voitures particulières, les freins à disque. Avant d'expliquer leur fonctionnement, il est important de comprendre la structure du système de fixation du frein sur la roue. Il s'agit du moyeu de roue. Beaucoup de gens appellent cela la jante extérieure en acier, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Le moyeu de roue, proprement dit, se situe derrière le disque de frein. Sa fonction est de maintenir le disque de frein et la roue ensemble. Au centre se trouve le roulement de moyeu et au-dessus, la fusée d'essieu. Une fois installée, la roue et le disque de frein peuvent tourner normalement sans affecter la fusée d'essieu qui reste fixe. La fonction du porte-fusée est de maintenir le piston de frein et le système de suspension de la voiture. Examinons maintenant la structure des freins à disque. Voici le piston de frein, également appelé sous-tambour. Il sert de support, maintenant le piston et les plaquettes de frein de chaque côté. Le disque de frein est placé au centre des plaquettes. Lorsque l'on appuie sur la pédale de frein, le liquide de frein est acheminé par le circuit de freinage jusqu'au piston. La compression du piston repousse les plaquettes vers l'intérieur, les plaquant contre le disque. Le piston et les plaquettes restent immobiles, tandis que le disque tourne à grande vitesse avec la roue. Le frottement se crée dès que les plaquettes entrent en contact avec le disque. Plus la pression exercée sur la pédale de frein est importante, plus la force de compression du piston est grande, plus le frottement est important et par conséquent, plus la force de freinage est élevée. C'est le principe des freins à disque, qui présente trois avantages. Premièrement, la force de freinage est réglable linéairement, car la pression appliquée sur la pédale détermine l'intensité du freinage. Cela offre au conducteur un meilleur contrôle des mouvements du véhicule. De plus, les freins à disque bénéficient d'une bonne dissipation thermique car ils sont exposés à l'air et refroidis pendant leur fonctionnement. Les freinages répétés n'entraînent pas facilement de surchauffe ni de perte de puissance de freinage, permettant ainsi un freinage continu. Ceci est particulièrement vrai pour les freins à disque creux, qui offrent une meilleure dissipation thermique. Enfin, les freins à disque sont faciles à entretenir, car ils sont simples à démonter et à remonter. La puissance de freinage d'une voiture dépend non seulement de la force appliquée par le conducteur, mais aussi du type de piston de frein, du matériau et de la taille des plaquettes de frein, ainsi que de l'adhérence des roues. Il existe deux principaux types de freins. Les freins flottants, également appelés freins à piston unique, qui ne possèdent qu'un seul piston. Lors du freinage, le piston appuie d'abord sur une plaquette, puis glisse pour appuyer sur l'autre. Il en résulte une répartition relativement inégale de la force entre les deux plaquettes, ce qui provoque une usure plus rapide d'un côté. La réponse au freinage est légèrement moins efficace, la dissipation thermique est moins performante et la puissance de freinage maximale est inférieure. Mais ce type de frein est parfaitement adapté aux voitures particulières. L'autre type est appelé frein fixe ou frein multipiston. La conception symétrique des pistons de chaque côté garantit que, lors du freinage, les deux pistons se compriment simultanément, ce qui répartit uniformément la force sur les plaquettes et offre une force de freinage plus linéaire et plus puissante. Plus le nombre de pistons est élevé et plus leur taille globale est importante, meilleure est la force de freinage en général. Certaines voitures haute performance utilisent des freins multipistons. Leur puissance accrue exige un contrôle du freinage proportionnel. Certains véhicules à énergie nouvelle sont équipés de moteurs de plusieurs centaines de chevaux, mais utilisent encore des freins flottants, de petites plaquettes et des pneus étroits. C'est un exemple classique de puissance excessive et d'un déséquilibre important entre puissance et force de freinage. Ils peuvent atteindre des vitesses élevées, mais risquent de ne pas pouvoir s'arrêter à temps. Parler d'exploitation de la situation, voire de danger mortel, n'est pas exagéré. Après avoir abordé les freins à disque, passons aux freins à tambour.
Ces derniers sont couramment utilisés sur les roues arrière des camions et des voitures particulières. Examinons d'abord la structure d'un frein à tambour. Il se compose d'une garniture de frein et d'un tambour. Le tambour est monté sur la roue et tourne avec elle, tandis que la plaquette de frein est fixée sur le porte-fusée ou l'essieu. Les plaquettes de frein sont situées de part et d'autre du tambour et le piston d'un frein à tambour se trouve au centre. Lorsque l'on appuie sur la pédale de frein, le liquide de frein pousse le piston vers l'extérieur, comprimant les plaquettes. Celles-ci, de part et d'autre des mâchoires, viennent alors frotter contre le tambour. La force de frottement générée par ce contact ralentit le véhicule et l'arrête. Les freins à disque se compriment vers l'intérieur, tandis que les freins à tambour s'ouvrent vers l'extérieur. Les freins à tambour présentent deux avantages principaux. Un coût inférieur, permettant aux constructeurs automobiles de maîtriser leurs dépenses, et une puissance de freinage supérieure. La grande surface de la garniture de frein génère une force de freinage plus importante que celle des freins à disque. Cependant, pour les voitures particulières, leurs inconvénients l'emportent sur leurs avantages, ce qui explique leur obsolescence sur le marché. On peut identifier trois inconvénients majeurs. Premièrement, leur conception relativement fermée entraîne une mauvaise dissipation de la chaleur et rend le freinage continu difficile. Des freinages fréquents peuvent facilement entraîner une défaillance des freins due à une surchauffe. Les camions équipés de freins à tambour nécessitent un système de refroidissement par eau pour les refroidir lors du freinage, ce qui est impraticable pour les voitures particulières. Deuxièmement, la force de freinage est brutale et incontrôlable. Dès que les plaquettes de frein appuient contre le tambour, ce dernier génère une force de rotation provoquant une légère déformation des plaquettes et un effet de traction à chaque tour. Même si vous souhaitez simplement ralentir en douceur, un freinage brusque peut vous immobiliser complètement. Ce type de freinage convient aux camions, car leur poids important exige une force de freinage plus élevée, rendant les freins à tambour plus appropriés. Cependant, pour les voitures particulières, cela compromet le contrôle du conducteur. Troisièmement, ils sont sujets à la rouille et au blocage. Les freins à disque rouillent après quelques mois d'inutilisation. Une utilisation régulière élimine la rouille. Si les freins à tambour rouillent, les plaquettes ne reprennent pas facilement leur position initiale, ce qui peut entraîner le blocage des roues arrière et l'arrêt du véhicule. De plus, une fois bloqués, ils sont plus difficiles à réparer. Maintenant que nous comprenons le fonctionnement des freins à tambour et à disque, abordons la question posée au début de la vidéo. Pourquoi les voitures particulières sont-elles équipées de freins à disque sur toutes les roues avant, tandis que les roues arrière possèdent à la fois des freins à disque et à tambour? Dans les voitures particulières, la force de freinage est davantage répartie vers l'avant que vers l'arrière. Sur les voitures à traction avant, les roues avant supportent jusqu'à 70% de la force de freinage, tandis que ce pourcentage est relativement plus faible sur les voitures à propulsion. Cependant, les roues avant supportent toujours une force de freinage supérieure aux roues arrière, ce qui rend les freins à disque indispensables. Les freins à tambour n'offrent pas une réponse de freinage suffisamment linéaire, ni une dissipation thermique adéquate aux roues avant. De plus, avec des freins à disque utilisés à l'avant et à l'arrière, les roues arrière peuvent supporter une force de freinage légèrement supérieure. Si des freins à tambour sont utilisés sur les roues arrière, la force de freinage résultante sera moindre en raison du manque de linéarité de la réponse. La force de freinage arrière est principalement utilisée lors des manœuvres de stationnement, c'est-à-dire avec le frein à main, qui n'est serré qu'une fois le véhicule complètement arrêté. Son utilisation est donc relativement peu fréquente. Par conséquent, les freins à tambour sont adaptés aux roues arrière. En effet, de par leur conception, les freins à tambour offrent une force de freinage plus importante lors des manœuvres de stationnement que les freins à disque, réduisant ainsi le risque de renversement du véhicule. Cependant, cela affecte la puissance de freinage, car la pédale de frein reçoit moins de force avec des freins à tambour sur les roues arrière. Pour ces raisons, les freins à tambour sont progressivement abandonnés sur le marché des voitures particulières. Leur utilisation actuelle sur les roues arrière témoigne clairement d'une volonté de réduction des coûts. Les camions, quant à eux, nécessitent une puissance de freinage supérieure, que les freins à tambour offrent.
Pour plus de contenu, abonnez-vous à la chaîne Automobile. À bientôt pour une nouvelle vidéo.